Nous parlerons maintenant de quelques aspects de la dynamique de la circulation dans les vaisseaux sanguins. Et comme généralité, et comme vous le savez, les vaisseaux sanguins forment un réseau dense et clos qui transporte le sang dans toutes les régions de l'organisme. Il comprend les artères, les artérioles, les capillaires, les vénules et les veines. Ces vaisseaux sont plus que de simples tuyaux. Ils ne sont ni rigides ni statiques, mais ce sont des structures très dynamiques qui peuvent se contracter, se relâcher ou même proliférer selon les besoins de l'organisme. On estime que l'ensemble des vaisseaux sanguins d'une personne, s'ils étaient mis bout à bout, pourrait mesurer près de 100 000 kilomètres. Alors le sang circule dans ces vaisseaux sanguins grâce surtout à la pression antérograde qui lui impose la pompe cardiaque. Et le débit va dépendre surtout du diamètre des vaisseaux et de leur résistance. En effet, chaque fois qu'un vaisseau se ramifie, la somme des surfaces de section de ces branches est supérieure à la surface du vaisseau lui-même. Donc, on aura une capacité de plus en plus grande au fur et à mesure que le vaisseau se ramifie davantage. C'est le cas, par exemple, des artères qui se ramifient davantage lorsqu'on s'éloigne du cœur pour atteindre pratiquement 500 fois le calibre de celui de l'aorte au niveau des capillaires. On peut alors assimiler ces systèmes de vaisseaux sous forme de cône, et on peut alors avoir un cône artériel et le système veineux, on peut l'assimiler également à un cône et on a le cône veineux. Donc le cône artériel a pour sommet le ventricule et la base au niveau des capillaires, de la même façon pour le cône veineux. Alors, puisque le sang circule dans un système clos, c'est-à-dire fermé, partant du cœur pour revenir au cœur, il doit s'écouler dans chaque section de ces vaisseaux ou dans chaque section de ce cône artériel ou veineux la même quantité de sang. Et si le débit diminue à un niveau quelconque du circuit, il y aura alors perturbation, bien sûr, du rythme cardiaque. Donc, pour prévenir cette perturbation du rythme, la vitesse du flux sanguin doit être, par exemple, différente dans différents points de l'appareil circulatoire. Alors, d'une manière générale, quand la surface de section diminue, la vitesse d'écoulement augmente. En effet, si on prend cet exemple ici d'un tuyau d'un certain diamètre, dans lequel une pompe va pousser ses billes à la vitesse de 6 boules par minute.
Donc en 1 minute, 6 boules vont être poussées. Ces boules vont passer par la suite dans des ramifications qui ont un diamètre beaucoup plus petit que le tube de départ. Puisqu'on a ici donc, la même vitesse de poussée et que les boules ont un diamètre précis, ici nous aurons la sortie d'une seule boule en 1 minute. Dans l'autre bifurcation, une seule boule, etc. Mais lorsqu'on fait la somme des ramifications, nous retrouvons les 6 boules en 1 seule minute, les 6 boules de départ. Donc vous voyez ici, nous avons une quantité donc similaire, un débit similaire qui a traversé ce tuyau de départ vers la sortie, alors que la vitesse est différente. Là, nous avons 6 par minute, et là, nous avons uniquement 1 par minute, mais ce qui va compter, c'est la somme de ce qui est sorti de ces tubes. Alors, appliqué au système artériel et veineux, on peut déduire que la vitesse d'écoulement diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur, c'est-à-dire vers les capillaires. On remarque aussi que la vitesse augmente lorsque le sang quitte les capillaires et passe dans les veines pour atteindre sa valeur la plus élevée au niveau des veines caves, mais sans toutefois atteindre la vitesse au niveau de l'aorte. Et donc, nous observons sur cette figure qu'au fur et à mesure que l'on s'éloigne, la surface de section est faible au niveau des grosses artères, et au fur et à mesure que l'on s'éloigne, cette surface de section atteint son maximum au niveau des capillaires. Donc, le maximum de surface de section est élevé au niveau des capillaires, mais la vitesse d'écoulement est pratiquement nulle, et ceci est tout à fait normal, puisque c'est au niveau des capillaires que va se faire les échanges avec les tissus, et donc la vitesse doit être tellement faible pour permettre ces échanges et pour permettre aussi aux hématies de libérer leur contenu vers les cellules. Alors, on va se concentrer essentiellement dans cette partie sur les artères. On dira 2 mots rapides sur les veines, mais on passera plus de temps sur les artères. Les artères qui partent du cœur sont de gros artères, et ce sont des artères conductrices, telles que l'aorte et ses ramifications. Ces artères ont une faible résistance et doivent être en mesure de se dilater pour recevoir le sang pompé par le cœur. Leur paroi est robuste et riche en tissu élastique pour supporter les changements continuels de la pression. Les parois des artères, c'est-à-dire au niveau de cette tunique moyenne, sont plus épaisses que celles des veines, comme on peut le remarquer ici. Les artères distributrices se ramifient en artérioles dont le diamètre est inférieur à 0,3 mm.
Les artérioles contiennent au contraire moins de tissu élastique, mais beaucoup plus de tissu lisse, qui, par la variation de leur diamètre, va permettre au sang d'aller de plus en plus loin du cœur. La structure alors des vaisseaux confère aux artères de gros diamètre, comme l'aorte, l'élasticité, et aux artères de petit diamètre, la contractilité. Là, on va parler de l'élasticité artérielle. Comme nous l'avons dit, l'aorte et ses grosses branches jouent le rôle d'un réservoir dont les parois vont emmagasiner de l'énergie potentielle en se laissant distendre lors de l'éjection du volume systolique et en restituant cette énergie une fois la valvule aortique fermée. En effet, à chaque battement, le ventricule éjecte dans l'aorte à peu près 90 ml de sang en 0,3 à 0,4 secondes. Cette éjection est intermittente ou discontinue, va s'accompagner de la dilatation de la paroi de l'aorte pour faire place à ce volume éjecté. Et alors, en raison de la présence de tissu élastique de manière importante au niveau des grosses artères, la paroi va réagir rapidement pendant la diastole, après la fermeture de la valvule sigmoïde, pour reprendre son calibre initial, tout en restituant l'énergie qui a été absorbée au départ. Ce retour va exercer alors une pression sur le contenu qui va avancer vers l'avant et ainsi de suite. Par conséquent, l'élasticité artérielle va transformer ce débit qui était discontinu en débit continu, puisque le sang doit arriver dans les capillaires de façon continue. Par conséquent, l'élasticité artérielle va favoriser le travail du cœur, puisqu'il va en croître le débit pour une même force d'éjection. Quand la paroi artérielle perd son élasticité, c'est-à-dire elle durcit, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et dans ces conditions, le ventricule doit développer une force plus forte pour que le sang chemine dans les artères rigides, et c'est ce qui va développer la musculature ventriculaire et donc hypertrophie du cœur. Donc ça devient une pathologie. En ce qui concerne la contractilité. Alors, mis à part l'activité propulsive du cœur, le débit du sang ne dépend pas uniquement de l'élasticité des artères que nous venons de voir, mais va dépendre également de la contractilité des artères de petit diamètre. Cette fonction intéresse en général les artérioles et les artères de petit diamètre, puisque leur paroi, comme nous l'avons dit tout à l'heure,
est très riche en tissu musculaire lisse. Ces fibres étant placées de façon circulaire, leur contraction fait varier le calibre des vaisseaux. Ce phénomène constitue ce qu'on appelle la vasomotricité. Et par cette activité, les artérioles constituent des agents régulateurs de la circulation locale et participent au maintien de la pression artérielle. Alors, qu'est-ce que c'est que la vasomotricité? La vasomotricité, c'est la capacité que possèdent les vaisseaux de faible diamètre pour modifier leur diamètre par la mise en jeu des éléments contractiles que possèdent leurs parois. La contraction de ces fibres lisses va réduire le calibre des artérioles, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Par contre, le relâchement de cette musculature produit une augmentation du calibre, c'est la vasodilatation. Comme nous l'avons vu pour le cœur, ces vaisseaux, donc les artères, sont en continu sous l'influence d'un tonus vasomoteur de base. C'est-à-dire qu'ils ont un calibre de base en continu et qui peut varier selon les conditions dont nous parlerons plus tard. Alors, il existe deux origines du tonus vasomoteur. Tout d'abord, le tonus vasomoteur de base. Ce tonus est de nature myogène, c'est-à-dire qu'il est dû aux propriétés du muscle lisse des artères dont les caractéristiques sont voisines du muscle lisse viscéral, c'est-à-dire existence de cellules à dépolarisation spontanée et activité rythmique, augmentation de la force active en réponse à l'étirement et propagation de l'activité électrique de cellule en cellule. Cependant, cette activité myogène spontanée n'est pas la seule responsable du tonus permanent au niveau de l'organisme au repos. En effet, la paroi artérielle, riche en muscles lisses, reçoit également une innervation importante qui exerce un certain tonus. Alors, et ce tonus fait partie de l'influence de deux systèmes. Un système vasoconstricteur et un système vasodilatateur. En ce qui concerne le système vasoconstricteur, son activité provoque la contraction des fibres lisses. Des vaisseaux donc va diminuer leur calibre alors que le système vasodilatateur va induire le relâchement des fibres, donc augmentation de leur calibre. Alors, comment peut-on mettre en évidence le système vasoconstricteur, par exemple? L'existence des nerfs vasoconstricteurs et leur influence sur le tonus vasculaire a été bien démontrée par l'expérience de Claude Bernard depuis 1851 sur un lapin. En effet, en sectionnant le cordon sympathique ou l'ablation du ganglion cervical supérieur,
Claude Bernard a remarqué que l'oreille homolatérale à la section, c'est-à-dire du même côté que la section, devient chaude par rapport au côté opposé et l'oreille devient toute rouge et on y distingue de nombreux petits vaisseaux qui étaient effacés auparavant. Et si l'on fait une incision au niveau de quelques vénules, le sang va s'écouler beaucoup plus abondamment qu'avant la section sympathique. La contre-expérience est celle réalisée par Brown-Séquard en 1952, qui montre que la stimulation électrique du bout céphalique du nerf sympathique, c'est-à-dire vers l'oreille, sectionnée, provoque au contraire un effacement de ces vaisseaux par vasoconstriction. Donc s'ils sont effacés, ça veut dire qu'il y a une vasoconstriction, la température s'abaisse et la circulation se ralentit au niveau de l'oreille. Il en résulte alors de ces expériences que le sympathique envoie à l'oreille expérimentée des fibres vasoconstrictrices qui semblent exercer une action permanente, puisque d'une part, la section du cordon sympathique produit une vasodilatation et la stimulation de son extrémité céphalique induit une vasoconstriction. Alors ces fibres vasoconstrictrices appartiennent au système sympathique. Alors ce sont des fibres myélinisées qui, par les racines antérieures, gagnent la chaîne paravertébrale et après relais dans ces ganglions ou dans des ganglions périviscéraux, les fibres vasoconstrictrices postganglionnaires adrénergiques arrivent au niveau de ces vaisseaux. Ces centres vasoconstricteurs sont normalement sous la dépendance des centres bulbaires supérieurs, mais peuvent à eux seuls entretenir un certain tonus vasoconstricteur. Et les nerfs vasoconstricteurs agissent sur la paroi vasculaire en libérant la noradrénaline. En ce qui concerne le système vasodilatateur, nous avons vu que lorsqu'on supprime l'action des nerfs vasoconstricteurs, les fibres musculaires des vaisseaux se relâchent et donc vont augmenter de calibre. Le même phénomène se produit lorsqu'on excite des nerfs différents de ces nerfs vasoconstricteurs. C'est en 1858 que l'existence de nerfs fut remarquée toujours par Claude Bernard, qui en excitant le bout périphérique de la corde du tympan, obtient, à côté d'une sécrétion abondante de la salive par les glandes sous-maxillaires, une intense dilatation des vaisseaux. Ceci indique que cette corde est un nerf vasoconstricteur. Les nerfs vasodilatateurs appartiennent en grande partie au système parasympathique sacré et bulbaire. Il s'agit dans tous les cas de fibres cholinergiques dont le médiateur est l'acétylcholine.